Beaucoup Estelle, du coup fondatrice de l'agence Vitalita, qui va nous faire un webinaire sur attirer les clients. Ce n'est pas magique. Exactement. Donc aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur l'écriture du plan d'action, c'est-à-dire comment choisir les actions pour vous permettre de vous faire connaître votre offre. Donc surtout sur la partie prospection. On fera un petit zoom justement sur des idées de prospection, comment on génère des idées. Et j'ai une spécialité sur le marketing épistolaire, donc c'est de la prospection, fidélisation par lettre. Donc je vous ferai une petite présentation très rapide, je vous montrerai des petites choses là-dessus. Voilà. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure parce qu'on n'est pas très nombreux. Ok. Et c'est parti. Alors, je vais partager le support. Ça arrive, c'est que ça rame un petit peu. Je ne sais pas si c'est moi. Vous voyez la première page avec le logo d'Imisia? Oui. Ok, très bien. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, quand on parle d'attirer les clients, de faire connaître son offre, moi je commence. Alors, je pars d'un principe déjà de base, c'est que votre offre, elle est prête à être commercialisée, qu'elle soit innovante ou pas, elle est prête ou elle est bientôt prête à être commercialisée, c'est-à-dire que vous l'avez packagée, vous savez ce que vous vendez, et vous savez aussi à qui elle s'adresse. Ça, c'est une notion marketing et commercial qui est essentielle, c'est de connaître quand même, d'avoir identifié les cibles à laquelle s'adresse votre offre. Cible qui n'est pas tout le monde. Ou si c'est du grand public, il y a certainement des profils qui vont être plus propices à acheter votre offre. Donc, bien avoir identifié vos cibles et vous êtes fixé un objectif. Donc, on ne va pas approfondir ces points-là, ni l'offre, ni la cible, ni l'objectif, mais je pars du principe que ça doit être fait en préalable. L'objectif, il peut être très simple, ça peut être un nombre de clients, un chiffre d'affaires, une marge, mais au moins avoir un objectif parce que tout simplement, ça va indiquer aussi votre ambition et ça va faire varier le plan d'action. Ça ne va pas être le même plan d'action si vous avez besoin d'aller chercher 10 clients à l'année et s'il faut aller en chercher 200. Si vous voulez faire plus de 20% de chiffre d'affaires ou si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires. Il n'y aura pas la même implication en termes de communication, même implication commerciale. Donc, c'est toujours bon de se fixer un objectif et de voir si votre plan d'action correspond à vos ambitions. Voilà. Avez-vous des questions sur ça déjà? C'est bon? Ouais. Non, très bien, ouais. OK. Donc maintenant, pour faire connaître votre offre et attirer les clients, moi, je travaille sur un principe de construire une expérience commerciale de A à Z. Ça inclut l'expérience client, mais on l'étend aussi avant à la prospection et ensuite après à la fidélisation, satisfaction. Pour ce faire, je travaille sur ce schéma-là que je vous propose de... Je vais vous l'expliquer, ça paraît peut-être encore... Enfin, ça paraît difficile comme ça peut-être à appréhender, mais je vais vous l'expliquer. Et j'utiliserai un cas, un exemple concret pour que vous compreniez bien l'usage de ce schéma-là. En fait, d'un point de vue commercial, quand on veut faire connaître son offre et attirer les clients, déjà, il faut vraiment s'imaginer que votre clientèle, il y a une part en tout cas de votre clientèle qui est au stade inconnu, c'est-à-dire qu'elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas votre offre, elle ne connaît pas votre entreprise. Vous avez envie potentiellement d'aller chercher des gens, que des gens qui ne vous connaissent pas, soit deviennent clients par la suite. Il y a des actions qui vont permettre de faire passer des personnes qui ne vous connaissent pas à elles vous connaissent et idéalement les faire passer même de elles vous connaissent, donc vous êtes connu à leurs yeux et elles ont compris ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter. Donc dans ce type de schéma-là, on vient mettre en fait en vertical les différentes actions possibles
indirect de masse, indirect ciblé et direct, je le détaillerai après, qui vont permettre d'aller chercher des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas et qui sont des potentiels clients. Une fois que ces gens-là vous connaissent, il y a plusieurs étapes pour les emmener jusqu'à l'achat, jusqu'à ce qu'ils soient clients. Donc ce schéma-là, on vient découper ce qui se passe avant l'achat. Vous pouvez aussi également découper l'expérience client. Puis, une fois qu'ils ont été clients, c'est-à-dire si vous avez une fin dans que ce soit dans vos livraisons ou dans vos prestations, la satisfaction et la recommandation. Toutes les personnes qui vous connaissent et qui ont compris ce que vous faites représentent un potentiel de clients et d'ambassadeurs. Ça, c'est hyper important à avoir en tête parce qu'on sous-estime très souvent le potentiel des gens qui nous connaissent et de ce que ça peut générer derrière en termes d'impact commercial et de résultats commerciaux. Donc, ce schéma-là va permettre, d'identifier les différentes étapes, puis de pouvoir agir dessus, de mettre en place des actions par rapport à ce que vous avez besoin. Si vous avez plutôt besoin d'aller chercher des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas parce que vous êtes arrivé un petit peu au bout de votre réseau, on va plutôt travailler sur cette étape-là. Si au contraire, vous avez beaucoup de demandes entrantes, mais pas assez de choses qui se transforment, on va travailler cette partie-là de lead de prospect, de transformation. Certains vont travailler aussi plus, je ne sais pas à quel stade vous en êtes chacun, mais si on est plutôt sur des entreprises nouvelles, on est souvent à travailler sur la prospection, et des entreprises qui ont de l'assise, etc., à travailler la fidélisation, la recommandation, pour générer des nouveaux contacts. On aborde également, bien sûr, tout ce qui va être back-office, c'est-à-dire la structure commerciale, l'organisation, ça peut être les outils de gestion, les indicateurs clés, la donnée commerciale qui vont être utiles également et soutenir le plan d'action. L'exemple va être beaucoup plus parlant, donc j'avance et vous verrez, ça va être très facile à comprendre comment on utilise ce schéma-là et comment il nous permet d'écrire notre plan d'action derrière. C'est vraiment l'étape pour moi qui est révélatrice de ce qui va être écrit en plan d'action. Je vous fais déjà aussi un petit panorama des approches commerciales et marketing. Quand je parle sur le schéma d'approche directe, approche indirecte ciblée et approche indirecte de masse, qu'est-ce que ça veut dire? Et juste, j'en profite pour vous dire, je ne vois pas s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à me signaler s'il y a des commentaires. Alors, juste Estelle, je te tiens au courant s'il y a des questions. Par contre, quand tu as partagé ton fichier, en bas, on a une barre qu'on ne peut pas toucher. Donc, on a vraiment ton écran et du coup, on n'a pas le… Tu vois, il y a par exemple, votre écran est partagé par le biais d'eux. Du coup, on ne voit pas le bas du slide. Okay. Alors, le bas du slide… Ah ouais, ça marche. Alors, attends. Je pense qu'en dézoomant… Voilà. Hop, un peu trop. Même voilà. si tu cliques sur masquer, ça… Ouais, masquer. Oui, ça suffit. C'est bon pour vous, là? Ouais, sinon, clique sur masquer, tu sais, sur la petite… Ah oui, pardon. Voilà. Bien joué. Bien joué. Donc là, vous n'avez pas loupé grand-chose, uniquement la communauté qui démarre à partir de ce que les gens… Quand les gens vous connaissent, et même idéalement, quand ils vous connaissent, ils ont compris bien, ils ont un bon niveau de connaissance de ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter. Potentiel de clients et d'ambassadeurs. Donc, les différentes approches. L'approche directe, ça va être tous les canaux qui vont permettre de prospecter, communiquer en allant communiquer directement, vraiment en allant mettre l'information directement sous les yeux, dans les mains de la personne ou lui dire directement. Donc, ça va être l'email, le téléphone via appel, SMS, WhatsApp et autres, les messageries privées sur les réseaux sociaux, le courrier et le fait de visiter physiquement la personne. Donc, ça peut être un genre de porte-à-porte ou visiter sur un lieu physique les personnes. Je remets bien tout ce panel-là d'approche parce qu'on peut en oublier et aller potentiellement directement vers ce qui nous paraît le plus facile, c'est-à-dire en tout cas le plus usuel, le mailing ou le phoning. Il existe plein d'autres approches. L'approche indirecte ciblée, ça va être
des endroits où vous allez rencontrer votre cible. C'est-à-dire que vous n'allez pas directement s'adresser à elle, mais c'est une approche où vous allez pouvoir rencontrer votre potentiel cible. Ça va être les salons. Des personnes ou des lieux qui vont être prescripteurs, ambassadeurs. On parle aussi des systèmes d'affiliation. Ça, c'est des systèmes, des approches indirectes ciblées, c'est-à-dire qu'il y a c'est des gens qui vont... c'est des prescripteurs, mais qui sont payés l'affiliation, en tout cas rémunérés. La relation presse, RP, relation presse ciblée, web ou print, c'est, quand je dis ciblée, c'est-à-dire que ça peut être une relation de la presse dédiée à un secteur d'activité ou dédiée à un métier. Ça, on est sur de la presse ciblée. C'est une approche indirecte ciblée. Les forums aussi peuvent l'être, etc. L'approche indirecte de masse, ça va être Google, My Business, via le SEO aussi et le SEA. Vous me dites si je parle chinois, mais je pense que c'est des termes que vous connaissez. La présence sur les réseaux sociaux via les posts, le sponsor, l'ADS, et de l'approche indirecte de masse, quoique plus votre ad elle est ciblée, plus on sera sur de l'approche ciblée. Et la relation presse grand public. Donc, on est sur des journaux grand public, par exemple. Donc, il est bon d'avoir en tête ces différentes approches parce que ce sont des techniques sur lesquelles on peut s'appuyer, des canaux sur lesquels on peut s'appuyer. Et moi, j'aime beaucoup jouer sur à la fois les approches, donc différents canaux, et le fond et la forme. Donc, le fond, ça va être ce qu'on va dire, le message, et la forme, ça va être la manière dont on va le dire, le visuel, si jamais il y a du visuel. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur ces différentes approches? Non, c'est bon. OK. L'objectif du webinaire, c'était essentiellement aussi donc, attirer les clients. Il y a différentes manières d'attirer le client. On a voulu faire un zoom sur l'aspect prospection, qui est souvent une question un peu complexe. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. C'est très difficile de se démarquer, de pouvoir avoir une oreille attentive quand on fait de la prospection. Donc, comment on génère des idées pertinentes pour aller chercher des nouveaux clients? Donc, on se base sur cette première partie du schéma. Je vais vous donner une petite technique et un mode de réflexion que j'utilise. Premier constat, alors, vous n'êtes pas tous dans ce cas où vous vous lancez, mais étant donné qu'on est sur un webinaire avec un incubateur, je pars du principe que certains participants, en tout cas, ont lancé une offre qui peut être en plus innovante. Donc, quand on lance la commercialisation d'une offre, par définition, vu que c'est nouveau, il y a personne ou peu de personnes qui la connaissent. Du coup, vos clients, vos potentiels clients, ils ne vont pas aller vous chercher directement. Ils ne vont pas directement taper le nom de votre entreprise sur Internet. Ils ne vont pas directement aller chercher votre nom, prénom parce qu'ils ne savent pas que votre entreprise existe, que votre offre potentiellement même existe. Par contre, ils vont chercher une solution, ils vont avoir des réflexes pour répondre à un besoin, à une problématique, à un contexte particulier. Donc, on va venir mettre en corrélation les réflexes de vos potentiels clients au moment où ils auraient besoin de vous. Et ça passe par ces questions-là. Déjà, identifier, bien entendu, donc votre cible et à quel moment elle a besoin de vous. Et après, tout naturellement, se poser les questions, quels sont leurs réflexes de la cible au moment où elle a besoin de vous. Ça veut dire, alors ça peut être des actions, qu'est-ce qu'elle fait, mais ça peut être aussi auprès de qui se rapproche-t-elle. Est-ce qu'elle côtoie des lieux physiques ou digitaux particuliers pour pouvoir trouver de l'information, pour pouvoir rechercher une solution. Et ça peut être aussi, dans certaines circonstances, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce qu'elle achète aussi avant ou pendant mon offre. Ça peut permettre d'avoir des notions de partenariat, de collaboration pour développer le commerce. J'inclurai ça dans l'exemple de cas. Donc ça permet vraiment d'aller chercher sa cible parce qu'on va la rejoindre dans ses réflexes. Vous comprenez cette notion-là?
C'est difficile de s'imaginer comment on peut enfin, comment on peut les deviner, ces réflexes, en fait. Alors, soit, c'est une bonne question, soit c'est des choses que vous avez pu… Si vous êtes, par exemple, au stade d'études de marché, moi, je trouve que c'est des questions intéressantes à poser dans la phase d'études de marché sur quelle est la démarche des gens pour aller chercher ce type de produit, ce type de service, cette solution-là. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez creusé en amont, soit c'est la connaissance de votre cible qui va vous permettre ça. Et tout simplement, il faut leur poser la question. D'accord. C'est la meilleure, c'est encore la meilleure solution, c'est poser la question et vous aurez les réponses en face. Quand on démarre de pas grand-chose, si vous venez du secteur d'activité, vous montez votre boîte, mais vous vous basez sur votre expérience, sur votre secteur d'activité que vous avez connu, vous connaissez quand même votre cible et les habitudes. Donc, on peut quand même déjà toucher du doigt sur les réflexes potentiels. Si vous venez pas du tout de ce secteur-là, que ça vous est totalement inconnu, je vous invite à le creuser et à discuter avec des gens qui peuvent être potentiellement votre cible pour savoir comment ils le feraient. Comment ils feraient pour aller chercher une solution. D'accord. Et après, vous allez améliorer et affiner ça au fur et à mesure des opportunités que vous aurez. Vous échangez avec un prospect ou avec un client. C'est des choses que vous pouvez intégrer pour affiner la connaissance de votre cible et de la manière dont elle va chercher des solutions. D'accord. C'est quelque chose qui est intéressant en données commerciales à suivre. C'est de se dire, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, qui est intéressé par vos services, vous faites un rendez-vous, par exemple, avec cette personne-là, prise de besoin, on échange, etc. Et d'inclure dans vos échanges comment la personne vous a trouvé. Par quel biais elle est arrivée à vous. Et de répertorier cette donnée et pouvoir l'analyser. Ça sera une donnée qui sera utile pour affiner au fur et à mesure du temps votre plan d'action. Alors, je vous montre directement un exemple, comme ça vous allez vraiment bien comprendre. Et puis, je vais laisser du temps aussi à la fin pour des questions. J'ai pris un exemple plutôt d'une entreprise, une jeune entreprise qui est innovante, qui s'appelle Olfi. Olfi, ils font donc c'est une ingénieure qui a créé un dispositif, un petit, je perds mes mots, un accessoire qui se met sur les casques de réalité virtuelle et qui permet de déclencher des odeurs, donc de rajouter l'olfactif aux expériences de réalité virtuelle. Sa cible, je schématise vraiment parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais sa cible, une de ses cibles en tout cas, c'est les directions marketing, notamment sur des secteurs de type tourisme et luxe. Donc des gens quand même assez compliqués à toucher. L'objectif pour cette personne-là, il y a quelques années maintenant, passer de 30 000 à 100 000 euros en un an. Plutôt ambitieux. Mais réalisable. Bref. On travaille déjà sur ce schéma-là. On vient, comme je vous ai dit, dans un premier temps, identifier les différentes étapes. Il y a une étape déjà de se dire, la plupart des directions marketing, ou directeurs et directrices marketing, notamment sur des secteurs type tourisme, luxe, ne connaissent pas Olfi, mais ils ne savent même pas qu'il est possible d'intégrer de l'olfactif dans la réalité virtuelle. Donc, on est même très loin dans la méconnaissance de la cible. Il y a, cette personne-là, elle fait quand même 30 000 euros de chiffre, donc il y a des personnes qui la connaissent, elle a un bon réseau, donc quand on travaille le plan d'action, on se dit, voilà, il y a déjà des personnes qui la connaissent, mais
Dans ce lot-là, si on prend tout son réseau, il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment compris son offre. Étape d'après, une fois que les gens ont compris et quand ils sont intéressés, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue commercial? Souvent, elle reçoit une demande d'information par mail ou via le site internet ou suite à un salon qui s'appelle le Laval Virtual. Donc, elle reçoit une demande d'information. Bonjour, je suis intéressée par Olfi. Voilà, tout ce que vous pouvez m'envoyer des informations. Souvent, ça déclenche un rendez-vous. L'étape d'après, rendez-vous téléphonique ou visio. Puis, ce qu'elle faisait, elle envoyait un devis. Donc déjà, première étape, pour travailler sur ce schéma-là, on vient découper de quelle manière se déroule l'expérience commerciale. Quelles sont les étapes? Ça va varier d'une entreprise à une autre. En B2B, très souvent, on a un rendez-vous téléphonique et le devis, mais ça aurait pu être rendez-vous téléphonique et l'envoi du devis et potentiellement un rendez-vous. Des fois, il y a des négociations, etc., etc. Donc, vous venez vraiment découper chaque étape qui, pour vous, par quelle étape passent vos clients, en fait, avant d'être acheteurs. Puis, deuxième étape, c'est qu'on vient mettre ce que vous faites déjà. Vous venez mettre ce que vous faites à l'heure actuelle d'un point de vue commercial, que ça soit digital, print, commercial classique, etc. Donc là, par exemple, pour Olfi, la dirigeante s'appelle Clotilde, elle avait un Google My Business, c'est une approche indirecte de masse, un site internet avec un bon travail sur le SEO quand même qui avait été fait. Elle avait eu des articles de presse, mais articles sur la presse locale et BFM, donc la presse de masse. Approche indirecte ciblée, elle a été exposante au salon Laval Virtual, qui est un salon de la réalité virtuelle. Elle fait quelques posts LinkedIn. Pour moi, les posts LinkedIn ne lui permettent pas d'aller chercher des personnes qui ne la connaissent pas, mais par contre, ça permet d'améliorer la compréhension de ce qu'elle fait auprès des personnes qui la suivent sur LinkedIn. Les posts, ils vous permettent, c'est votre communauté qui vous voit, donc par définition, c'est des gens qui vous connaissent. Donc, ils lui permettent d'améliorer la compréhension de son offre. Et elle reçoit une demande d'information, souvent via son site internet ou suite au salon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici, à partir de la réception de la demande d'information, les canaux d'acquisition. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous arrivez à le projeter, vous, dans votre activité? Quelles sont les différentes étapes? Et replacer ce que vous faites et à quel moment ça vous sert? Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que les posts LinkedIn peuvent être quand même vus par des personnes qui ne suivent pas. Donc, Oui, ça peut je suis être d'accord. un vecteur de visibilité. Oui, je suis d'accord, mais en moindre mesure, c'est-à-dire principalement c'est votre communauté, mais il y aura en effet de la visibilité sur d'autres personnes. Par contre, on aurait pu mettre, par exemple, si elle fait des posts LinkedIn, ou s'il y a d'autres personnes, si vos clients parlent de vous sur LinkedIn, ça, c'est des posts qui vont beaucoup plus aller chercher des inconnus. Parce que c'est le réseau de quelqu'un d'autre qui, du coup, est un autre réseau qui va vous voir. Donc, il y a des choses qui vont favoriser que vos posts vont être vus plus largement que votre communauté. Notamment le fait de taguer des personnes et notamment si c'est d'autres personnes qui parlent de vous. Elle, en l'occurrence, voilà, déjà, il y avait pas, elle était sur LinkedIn, elle postait sur LinkedIn, mais il n'y avait pas une grosse activité et c'est pas ça qui a ramené des clients, quoi. C'était plus du renforcement de la compréhension. Mais je suis d'accord avec vous, les posts LinkedIn peuvent être aussi une manne. OK.
j'avance déjà sur ça. Alors là, déjà à ce stade-là, vous pouvez vous dire quels vont être les plus, donc vos plus à vous, les points positifs déjà que vous avez et les points de vigilance. Dans les points positifs, on voit que le salon Laval Virtual et son site internet lui amène quand même, c'est-à-dire qu'elle a peu fait d'action, mais elle est quand même sur un 30 000 € de chiffre par rapport en tout cas c'était il y a quelques années, mais par rapport au contexte, c'était pas si mal. C'était vraiment pas si mal, c'était des bons résultats pour le peu qui avait été fait. Donc, quand même, c'est des choses sur lesquelles à ne pas négliger. Point positif à continuer. Point positif aussi, c'est qu'en rendez-vous téléphonique, 100% lui demande un devis. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon feeling, il y a une attractivité de l'offre, elle doit bien expliquer son offre, etc. Point de vigilance. Il n'y a rien en suivi client. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, on envoie le devis et il n'y a pas on ne le présente même pas en rendez-vous et il n'y a pas de suivi derrière et il n'y a pas d'outil de suivi. On voit aussi ici justement qu'on avait un bon taux de réalisation de devis, c'est-à-dire qu'il y a un bon taux de transformation entre le premier rendez-vous et la demande de devis. Par contre, il y a une chute du taux de transformation entre l'envoi du devis et la réalisation. Il y a beaucoup de devis qui étaient restés sans suite, en fait. Mais en même temps, pas de suivi. Et pas d'outils pour le faire, comme je disais. Point de vigilance aussi à ce niveau-là, parce qu'on identifie que cette personne-là a un bon réseau, ça se voit sur LinkedIn, ça se voit quand on échange, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une bonne connaissance de ce qu'est Olfi, de ce que ça peut apporter et comment ça peut se mettre en place dans la réalité virtuelle. Donc, il y a un manque, le niveau de connaissance n'est pas assez haut de son réseau, donc les gens ne peuvent pas bien en reparler ou se projeter dans un contexte d'achat. Deuxième niveau de vigilance, c'est qu'il y a eu très très peu d'actions tout de même. On ne voit pas d'action commerciale, très peu de démarches, donc peu de dynamisme commercial. Voilà. Je ne parle pas, on pourrait dire, je pourrais mettre un point d'exclamation sur la partie fidélisation, recommandation. En effet, il y avait rien aussi à mettre en place. Mais là, par rapport à l'ambition de l'entreprise et à son objectif, qui est plutôt d'aller chercher des nouveaux clients, de faire une grosse augmentation de chiffre d'affaires, la priorité, elle est plutôt là. Une fois qu'on a dit ça, alors, attendez, ça devrait aller. Je vous montre la suite. On va venir ajouter les actions pour venir améliorer nos points de vigilance. Et donc, ça donne des schémas comme ça, où vous avez les différentes actions et à quoi elles vont vous servir. Déjà, premier changement qui a été effectué, c'est qu'avant, elle envoyait les devis. Il n'y avait pas de suivi. On va déjà passer par un rendez-vous de présentation du devis, parce qu'en plus, les devis sont sans suite et d'un certain montant de chiffre, d'un certain montant quand même d'investissement. Donc, on fait un rendez-vous téléphonique, on fixe directement un rendez-vous pour présenter le devis. Premier changement dans la manière, dans la forme de présenter le devis. On le présente à l'oral. Un support qui va être créé aussi pour expliquer l'offre. Dans ce rendez-vous, on décide de revalider la demande du client, présenter le devis, mettre en corrélation une référence dans le domaine d'activité du potentiel client et faire une présentation de l'expérience client. UX, c'est expérience client. Et valider aussi, tant que possible, une prochaine étape avec ce client-là. Soit un deuxième rendez-vous s'il a besoin d'échanger, soit directement la date de lancement, de livraison du produit. On effectue un système de suivi de relance qui va être soutenu par un outil de suivi.
Ensuite, pour pouvoir rajouter des actions de prospection, on est venu intégrer différentes idées, des approches directes, c'est-à-dire qu'on peut contacter directement des directions marketing par email, téléphone, courrier ou prise de contact LinkedIn. C'est ce qui avait été sélectionné parce que la messagerie privée sur les réseaux sociaux n'était pas efficace à ce moment-là, pour elle dans ce cas-là. L'approche indirecte, ciblée, on a rajouté également des salons, participer à des salons en tant que visiteur. Je vous dirai comment on est arrivé à ça. De la prescription via les agences VR, de réalité virtuelle, à développer. Le fait de prendre la parole aussi sur des podcasts ou sur des conférences qui vont être soit liées au marketing, soit liées à la réalité virtuelle, et de la relation presse sur des secteurs d'activité ciblés également. Ce qu'on a rajouté également, c'est du blog. On a vu que le SEO ramenait quand même pas mal de clients, donc on a rajouté un système de blog, de production d'articles pour renforcer ce SEO. Donc vous voyez qu'on a une combinaison aussi entre du digital, de la technique commerciale plus classique et de l'approche de prescription. Et c'est le combo de ça qui va permettre d'attirer les clients et de faire connaître votre offre. Ensuite, on a mis plusieurs idées. Là, dans ce stade-là, moi, je vous encourage, pour vous, si vous faites cet exercice-là, de ne pas vous brider. Mettez toutes vos idées et ensuite, vous passerez à une phase de sélection, d'action, de priorisation, etc. Mais là, vous pouvez mettre plusieurs idées. Donc déjà, pour renforcer la connaissance de l'offre au réseau, on peut faire un courrier d'information, on peut faire une newsletter et pour les posts LinkedIn, renforcer avec des cas clients, ce qui n'était pas fait, et en taguant le client pour qu'il y ait un effet aussi de visibilité plus importante. Ce qui est possible pour cette activité-là et ce qui n'est pas possible pour toutes les activités, pour des raisons parfois de confidentialité. Ce qu'on a rajouté aussi, c'est suite au salon une relance. Ça peut vous paraître évident, mais voilà, il y a des entreprises qui font des salons et qui derrière laissent venir ou attendent. Voilà. Donc là, on a rajouté un système de relance suite au salon. Et des éléments, notamment un bilan de satisfaction et de recommandation, c'est-à-dire que dans un rendez-vous, on va faire le bilan de la prestation, on va mesurer la satisfaction et on va essayer de générer des recommandations, des mises en relation pour venir nourrir la prospection. Et d'autres idées, type newsletter, qui peuvent permettre également de fidéliser, de se rappeler aux anciens clients, des cartes de vœux qui peuvent être olfactives en plus en l'occurrence, et la communication d'une offre additionnelle suite à l'achat. Voilà. On a mis en place également des indicateurs qui viennent soutenir le plan d'action et mesurer nos actions et la récupération de données commerciales comme les canaux d'acquisition et les profils des prospects et des clients, qu'on voulait notamment catégoriser et bien analyser par secteur d'activité. Est-ce que cette démarche-là, elle est claire pour vous, de venir mettre les actions et surtout les positionner selon là où elles auront un impact? Oui, ici, il n'y a pas de souci. Ok, top. Si je reprends nos petites questions que je vous avais données sur les réflexes au moment d'achat, par exemple dans le cas de Olfi, réflexe de la cible en direction marketing, il y a notamment dans les réflexes recherche sur Internet. Là, il est intéressant du coup d'aller chercher quel mot-clé précis une direction marketing va taper sur Internet pour trouver de l'innovation, pour intégrer de l'olfactif sur un salon, par exemple. Quels vont être ces mots qui vont être tapés sur Google? Donc là, c'est pour travailler le SEO. Auprès de qui se rapproche-t-elle quand elle veut avoir des idées, échanger sur de l'innovation marketing? Ça va être
aussi, et ça c'est un indicateur, elle va tout simplement demander à des confrères et des consoeurs, c'est-à-dire d'autres directeurs marketing ou directrices marketing. Elle va regarder aussi ce que font d'autres personnes, ça va lui donner des idées. Quels lieux physiques et digitaux elle côtoie? Dans le lieu physique, j'inclus la presse. Donc, les presses vont être spécialisées plutôt sur le marketing, mais aussi la presse de leur secteur d'activité, précisément. Et elles vont se retrouver dans des salons, mais des salons pour développer leur business, des salons liés à leur secteur d'activité. Exemple, le salon du luxe, des salons du tourisme, etc. Et qu'est-ce qu'elles achètent avant ou pendant? Et bien là, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'elles achètent avant? C'est une prestation de création d'une expérience de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'elles s'adressent à des agences qui vont créer l'expérience de réalité virtuelle. Et c'est là où c'est intéressant, on a développé un système de distribution et de collaboration avec un réseau d'agences parce que c'est l'agence qui va être prescriptrice. Nos clients vont d'abord s'adresser à une agence de réalité virtuelle plutôt qu'à de l'olfactif directement, parce que l'olfactif est directement lié à la réalité virtuelle. Et c'est en faisant ce travail-là de réflexe, de réflexion sur les lieux, de qu'est-ce qu'elle achète avant ou après, qu'on a pu intégrer, en fait, ces idées-là que vous avez en rose, c'est-à-dire le fait de participer à des salons en tant que visiteur, mais des salons qui sont liés au secteur d'activité, de la prescription, un système de prescription avec les agences de réalité virtuelle. Donc, on a réfléchi à une façon de les démarcher, de communiquer avec eux et d'avoir une offre de distribution et de prescription, de prendre la parole sur des podcasts, de faire de la relation presse, mais sur des secteurs d'activité ciblés, et de faire du blogging pour renforcer le SEO, parce que la recherche sur Internet est l'un de leurs réflexes. Et que sur les posts LinkedIn, on décide de mettre en place des cas clients présentés sous forme de posts où on tag le client parce qu'on sait que les directeurs ou les directrices marketing se regardent entre guillemets entre eux et prennent des idées entre eux, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on peut générer aussi une forme de bouche à oreille quand vous êtes dans des secteurs où les gens regardent entre eux leur activité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour moi, vous n'avez plus qu'à sélectionner les actions qui vont être, les plus pertinentes, les prioriser parce qu'on n'est pas obligé on peut ne pas pouvoir tout faire, et les organiser et passer à l'action. Donc organiser, ça va être autant d'un point de vue budgétaire qu'humain, et que dans le temps également, les différentes actions. Grâce à ce schéma-là, pour moi, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer aussi sur vraiment ce qui va vous être utile. C'est bien d'avoir une super fidélisation et satisfaction, mais quand, par exemple, on se lance et qu'on a peu de clients, la priorité, elle est quand même ici. Donc, peut-être qu'immédiatement, vous allez prioriser vos actions ici, plutôt en début d'expérience, et que vous travaillerez la fidélisation et la satisfaction un peu plus profondément dans 3 ou 6 mois. Donc, c'est en ça que j'entends prioriser, c'est de se dire, mais quel est mon objectif? Et pour ne pas m'éparpiller, où est-ce que je vais mettre mon énergie, mon temps et mon argent? Et avec ce schéma-là, on voit vraiment là où ça va nous servir. Donc, si on reprend nos points de vigilance, par exemple, pour Olfi, on avait un gros point de vigilance sur la partie de transformation des devis. Donc, prioritairement, il fallait changer ça, puis faire rentrer plus de personnes dans le réseau et renforcer la bonne connaissance. Donc, on est vraiment resté prioritairement là-dessus. Et ensuite, on a travaillé plutôt la satisfaction. Voilà sur ça. Petit juste
note qui me paraît essentielle, mais dès que vous sortez une nouvelle offre, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que vous êtes lancé, vous avez une offre, par exemple, prioritaire que vous avez lancée à vos débuts. Si vous lancez une nouvelle offre, celle-ci, par définition, est nouvelle et recommence au stade d'inconnu. Même si vous avez un réseau de clients, si vous ne communiquez pas à vos clients que vous avez sorti une nouvelle offre, ils ne pourront pas le deviner. Donc, ça sera beaucoup plus facile parce que vous aurez de la notoriété, de la légitimité, plus de réseau, mais il y a quand même une forme de plan d'action à faire pour communiquer cette nouvelle offre. Ça me paraît évident, mais je tenais à le souligner. Je vous montre rapidement comment le marketing épistolaire peut être utilisé dans tout ça. Donc, le marketing épistolaire, c'est la communication par lettre. C'est une manière tout simplement assez originale de prospecter, fidéliser et fédérer. J'ai lancé ce service de création de lettres, de prospection, de fidélisation, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, j'en ai marre que les gens ne lisent pas les mails, on a l'impression de parler dans le vent, et du coup, j'ai écrit une lettre pour développer ma boîte. Ça a super bien fonctionné et l'expérience m'a beaucoup plu. Donc, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que c'est un canal à envisager parmi d'autres, le courrier, et qui, avec la saturation du digital, prend beaucoup de sens quand vous avez des cibles qui sont difficiles à toucher, que vous voulez valoriser l'humain, que vous avez envie d'avoir des communications qui engendrent une proximité avec votre client, ou que vous voulez vous démarquer, marquer les esprits, etc. Il y a plein de contextes où on peut se dire le courrier peut être intéressant parce qu'il a cet effet de surprise que n'a plus ou qu'a plus difficilement le digital. Alors, tout simplement, je vous ai mis plusieurs exemples du très simple, c'est-à-dire papier blanc, écriture manuscrite, à des choses extrêmement originales, pour vous montrer comment l'intégrer. Et là encore, c'est à réfléchir, est-ce que le courrier va me permettre d'avoir un impact là où je le souhaite. Donc, par exemple, ici, on était plutôt sur des lettres qui sont des lettres de prospection. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, on va écrire à des personnes qui ne nous connaissent pas. Alors que sur ces formats-là ici, c'était plutôt des entreprises qui ont communiqué à leur réseau pour renforcer la connaissance de ce qu'elles font ou pour communiquer une nouvelle offre. Les petites photos que vous voyez ici, c'est justement avec Olfi au salon, suite au salon Laval Virtual. On s'est dit comment on peut permettre d'avoir un meilleur taux de transformation entre les gens qui nous visitent et les gens qui manifestent un intérêt et nous demandent un devis. Et on avait pris des photos Polaroid des gens, on leur avait envoyé par la poste avec un courrier suite au salon. Et là, après, on a plutôt des courriers qui vont être de l'ordre de l'expérience client, c'est-à-dire que c'est des courriers qui sont envoyés à des clients ou remis en main propre, soit à la livraison, soit de manière très spontanée, soit parce qu'il y a un événement spécifique dans l'entreprise, etc., etc. Voilà. Donc ça peut vous montrer une manière originale. C'est des lettres qui sont print, envoyées par la poste ou remis en main propre. Et je pense que c'est un canal qu'on avait oublié, mais qui revient avec beaucoup de puissance quand on veut vraiment marquer les esprits et toucher les gens. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées et d'aller réinventer le fond et la forme. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. Je vais à la limite fermer pour vous voir. Et n'hésitez pas à... Du coup, là, c'est le moment où vous pouvez envoyer des questions. Merci Estelle déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, les courriers qui sont un peu ta spécialité, du coup tu es plutôt créative, sont assez intéressantes. C'est vrai que ça vient en complément un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire actuellement. Je ne sais pas, dans les porteurs de projets, là, si vous avez des questions spécifiques. Moi, j'avais une question sur les outils de suivi client. Est-ce Oui. qu'il y a un exemple
Alors, en l'occurrence, là, sur Olfi, elle est passée sur Notion. Elle a passé sa base de clients sur Notion, mais j'ai pas de. En fait, c'est soit un outil de type, ça peut aller du fichier Excel très simple, où au moins vous suivez vos potentiels clients et vos clients, Non, je voulais à savoir si un un outil outil très CRM. spécifique, on peut utiliser Notion ou des trucs comme ça. Ah oui, bien sûr. Moi, sur ça, j'ai pas. En fait, il faut que ça soit calibré à votre entreprise, c'est-à-dire que d'avoir des outils surdimensionnés, c'est pas bon non plus. Et en même temps, d'avoir des outils sous-dimensionnés, bah, ça ne l'est pas. Donc, c'est pas la peine de payer une bête de compétition si à un moment donné, vous vous lancez et que ça représente pas énormément en termes de volume. Enfin, tout dépend de l'activité, je modère quand même, mais il faut vraiment que ça soit adapté, quoi. Ok. Si vous faites, je sais pas, vous vendez des prestations à 20 000 € et que vous en vendez 5 l'année, vous n'aurez jamais un énorme fichier client en quantité. Par contre, si vous faites de la vente en ligne, B2C, avec de l'automatisation, etc., bah là, c'est des choses à prendre en considération. Et votre outil doit intégrer l'automatisation. Il y aura possiblement un volume de contacts beaucoup plus important. Donc voilà. Ok. Il faut comparer les différents outils qui existent et ceux qui vous conviennent. Après, dans la même catégorie poste de vie, il y avait aussi référence dans le même domaine, c'est ça? Oui, ça en fait, donc ça c'est une technique qui est de communication, mais aussi communication, que ce soit verbale en rendez-vous ou que vous utilisez sur les réseaux sociaux, que moi j'utilise beaucoup dans les lettres, c'est faire un processus d'identification. C'est-à-dire que même si vous avez un seul client dans le domaine d'activité ou sur un même profil, vous racontez que vous avez bossé avec telle personne Ok. et vous avez fait ça, ça, ça avec elle et vous avez eu tel résultat. Et la personne en face, elle va s'identifier en fait à ce profil-là. Donc, vous pouvez faire une base, ce qu'on appelle les cas clients en fait, les use cases. Vous pouvez faire une base de use case où vous avez le profil, quelle était la situation de votre client au moment où vous échangez, pourquoi il a acheté, ce que vous avez fait avec lui et les résultats, voir ses retours, etc. Et du coup, quand vous êtes en rendez-vous, hop, vous dégainez le profil qui va parler à la personne. Et c'est pareil, c'est des choses qui peuvent nourrir votre communication, que ce soit sur votre site internet, que ce soit vos communications digitales. Dans le courrier, moi, c'est ce que j'utilise. Je raconte des histoires en essayant de faire un processus d'identification entre les destinataires du courrier et ce qu'ils vont lire. Oui, que ce soit plus ciblé, que ce soit pas trop générique, quoi. Exactement. Ok. C'est vraiment l'idée d'utiliser un exemple qui va être le même profil de la personne et du coup, ça va lui parler et ça va la rassurer. Ok. Bonjour Estelle, c'est Dominique de Deltagie. Bonjour. J'ai une rapide question, enfin elle est rapide, sur le cold call B2B aujourd'hui. Quels sont un peu l'état de l'art entre trouver les numéros de téléphone directs, mobiles, et la façon d'approcher des populations difficiles, par exemple comme les directeurs marketing? Ouais. Alors, il y a des techniques qui peuvent faciliter ça, du style si vous avez une mise en relation, c'est-à-dire que si vous appelez de la part de quelqu'un, appelez aussi suite à un courrier. Moi, j'ai de très bons retours. C'est-à-dire que c'est comme si le fait d'envoyer un courrier, ça, je ne sais même pas pourquoi, mais ça vous donne une porte d'entrée, quoi. Mais c'est sûr que c'est difficile. Donc, par exemple, si on parle du profil direction marketing, c'est des gens
sur des PME, je pense que c'est encore faisable de les avoir au téléphone. Si vous tapez sur des ETI grands comptes, ça va être très, très, très compliqué de les avoir au téléphone. Donc, je ne sais pas dans quelle taille d'entreprise vous tablez, mais plus on grimpe dans des tailles importantes, plus vous avez de la difficulté à avoir les numéros de téléphone et des barrages à l'entrée. Oui, c'est effectivement le cas. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen de tourner ça. Donc je note et j'essaye de le faire, mais dans notre secteur d'activité, ils se connaissent tous parce que c'est une communauté, mais ils rechignent à donner le numéro de téléphone de quelqu'un, même quand il vous donne son nom. Voilà. Donc il vous donne son nom, sa fonction, sa boîte, et vous vous débrouillez. Alors il y a des outils qui peuvent quand même vous donner les numéros de téléphone. Je pense à même des outils type Wallaxy, Scaling, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur LinkedIn, mais ils vont aussi scanner le web et prendre toutes les informations donc vous aurez peut-être aussi l'adresse mail. Et l'adresse mail, quand vous contactez la personne de la part d'un tel, pareil, vous avez plus de chances quand même qu'elle vous réponde. Dominique, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, c'est vrai que nous, il y a des outils aujourd'hui comme Human Liker et Conisme. Nous, on utilise Conisme qui sont assez impressionnants. Tu cliques sur une entreprise, tu fais l'organigramme, tu cliques sur la personne, te donne les informations et ça va jusqu'au numéro de téléphone si besoin. C'est des outils qui sont chers, mais par contre, qui peuvent t'apporter une nouvelle plus-value. Tu peux le taper. Et peut-être aussi, Estelle, si tu peux taper dans les commentaires aussi le nom des outils. Oui. Oui. Alors, j'utilise du chat, moi, pour retrouver des coordonnées, ou alors maintenant, j'ai GPT, comme tout le monde. Mais c'est en fait l'accès direct qui est compliqué, parce qu'on trouve des numéros, mais ça ne marche pas toujours. Et j'avais une question subsidiaire sur... j'aime beaucoup le marketing épistolaire. Moi, je l'utilise plutôt sur du post que sur du courrier papier. Par contre, je suis en réflexion aujourd'hui pour faire de l'email vidéo. Donc, je ne sais pas si Estelle, vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire qu'on envoie un email dans lequel, encapsulé, il y a la tête. Et donc, on peut parler 1 minute, 1 minute et demie à la personne plutôt que de lui faire lire. Mais sans qu'il y ait un hyperlien, parce que les gens ont du mal à cliquer sur l'hyperlien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire du tout en termes de résultats. Je pense que ça peut être hyper intéressant, notamment si la vidéo se déclenche directement à l'ouverture du mail. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas à cliquer. Je pense que ça peut être intéressant dans l'effet de surprise et le fait que oui, ça se déclenche tout seul. Je ne sais pas du coup comment c'est fait. Il y a un outil spécifique pour ça ou... Oui, il y a des outils de sales automation qui proposent. Il y a des outils comme ClearSlide, GetAccept, qui encapsulent dans l'email une mini vidéo. Je pense que c'est intéressant, notamment si ce n'est pas la tête d'un commercial, mais si les experts parlent aux experts. En tout cas, dans mon domaine, c'est ce que j'imagine, plutôt qu'un commercial qui va vous dire ce qu'il va vous mettre dans un email. Donc, c'est la réflexion que je me faisais pour adresser des gens qui, effectivement, un profil d'experts aussi en face. En tout cas, c'est le cas dans mon domaine d'activité, chez les semenciers. Donc, vous travaillez avec des gens qui sont des ingénieurs agronomes, qui sont des PhD. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire, on fait un message et pour être complet, il y a certains outils où on enregistre une fois cette vidéo et on est capable de faire de la publication de masse, puisque cette vidéo va dire bonjour monsieur machin, bonjour madame machin, etc. Si on veut. Et donc, en utilisant un peu l'intelligence artificielle, ça peut devenir un peu une usine à gaz, mais ce n'est pas un avatar, c'est vraiment sa vidéo, simplement en post-production, on va dire monsieur Tata, madame Toto et l'entreprise machin chouette. Mais je n'ai pas encore testé, donc je vous dirai ce que ça peut faire. Oui, je n'ai pas de résultats précis, mais je pense que ça peut être intéressant. Et après, c'est comme tout, ça met en corrélation entre est-ce que ça demande, si c'est des outils d'automatisation, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement par rapport à ce que vous avez à y gagner. C'est peut-être intéressant de tester, en fait. Effectivement.
Merci Estelle. De rien. Et après, moi, je ne sais pas exactement ce que vous vendez, mais quand, en tout cas, sur des profils de boîtes et d'offres où on n'est pas dans la quantité de clients, mais plutôt d'aller chercher des profils et de vendre des prestations qui sont assez onéreuses, je suis assez sceptique des démarches, du coup, automatisées et de masse. Moi, je conseille plutôt d'aller davantage sur une prospection qui soit dans la dentelle, quoi. C'est-à-dire que quasi une personne, on va essayer au maximum qu'il y ait de la mise en relation, de créer une expérience encore plus attentionnée, quoi. Mais parce que vous n'avez pas besoin d'un nombre de clients hyper important et que l'achat derrière sera un investissement, quoi. Ou en tout cas un gros contrat. Effectivement, tout à fait. Mais certains de ces outils proposent de la personnalisation de masse. Mais pour que ça soit bien fait, et c'est assez rare que ça soit bien fait, je pense qu'il faut un fort investissement pour faire cette personnalisation de masse. Ouais, ok. Merci beaucoup. De rien. Moi, je vous invite du coup à ce que je vous ai dit là, vous aurez le replay, vous aurez le fichier également là, que j'ai présenté, à vous poser et à réfléchir à votre expérience commerciale, différentes étapes, aux actions que vous faites déjà, à quoi elles vous servent. Là, vous avez des manquements ou des ajustements à opérer, rajouter des idées et puis construire votre plan d'action. Surtout qu'on arrive à la fin d'année, on fait souvent ça pour dynamiser le début de l'année d'après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, merci beaucoup Estelle pour ce webinaire. Du coup, je vous transférerai son support. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous aurez ses coordonnées dessus. Et c'est la première fois que j'intervenais pour Initia, donc vous pouvez remonter aussi à Paola ou à l'équipe votre avis sur ce moment-là. Moi, je trouve ça super, bravo. C'est top pour ceci. Et ça, je jette. Merci Estelle. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée, bon appétit. Paola, tu veux qu'on fasse un petit point ou... On s'appelle un peu plus tard. En début Ouais, d'après-midi, si tu peux, on se fait un petit point. Ça marche? Début d'après-midi, là, j'ai rendez-vous entre 13 et 14 heures. Ça peut être entre 15 et 16 heures uniquement aujourd'hui. Et attends, je vérifie un truc. Oui, c'est bon. 15 heures, ça va. Ouais. C'est bon. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, bon appétit.